Nous sommes toujours en direct du sommet du Grand Paris, 6e édition au Stade Jean-Bouin. Et désormais, comme nouvelle épreuve, le logement. Car oui, le logement est une épreuve. En témoigne le sondage IFOP pour les notaires du Grand Paris avec la tribune que nous avons dévoilée ce matin et qui a été commentée par Richard Cornier, notamment à Banque des Territoires Île-de-France. Et pourquoi on l'a appelé sauter les haies? Parce que les haies sont nombreuses, qu'on soit en 110 mètres ou en 400 mètres haies. C'est plutôt un 400 mètres haies en ce moment. L'inflation, les taux d'intérêt, l'étiquette énergétique, l'écart de 1 à 11 dans le logement social. Anne-Sophie Grave, je me tourne vers vous pour commencer, présidente de CDC Habitat. Merci, je ne devrais pas le dire parce que je ne suis pas promoteur immobilier, mais quand même merci d'avoir un peu donné de l'air à cette filière. Merci pour le chèque que vous avez sorti de 3,5 milliards en mai dernier. Faites pas cette tête, Éric Césari. Concrètement, on en est où du déploiement de ce chèque et pouvez-vous nous rappeler pourquoi vous l'avez lancé ? Alors, effectivement, nous avons lancé un plan de soutien à la production de logements. Donc, c'est 3,5 milliards. C'est pas un chèque, hein, César. Ce sont des investissements donc sur les territoires, des investissements donc qui viennent en soutien à l'ensemble de la filière. Parce que souvent on dit oui c'est pour les promoteurs, non en réalité c'est pour l'ensemble de la filière, puisque derrière c'est aussi des entreprises du bâtiment qui vont en bénéficier, donc c'est bon aussi pour l'emploi local, et puis c'est bon aussi pour le logement de nos concitoyens. Donc notre objectif, nous, c'était vraiment de pouvoir aider à faire démarrer les chantiers. Quand on regarde, puisque notre table ronde elle est sur le logement collectif, quand on regarde les mises en chantier à fin juin sur 1 an, on est à un niveau qui est, sur le logement collectif, on est à un niveau qui a moins de 200 000 logements. C'est le plus bas niveau depuis 2015. Donc on voit bien que ce sujet de faire démarrer les chantiers et que la filière effectivement puisse bénéficier de ces commandes est très important. Alors très concrètement, c'est un plan de 17 000 logements, 12 000 logements locatifs intermédiaires, 5 000 logements locatifs sociaux. 50% aujourd'hui de ces logements sont sur l'Île-de-France. Pouvez-vous rappeler ce que c'est aux spectateurs, le logement locatif intermédiaire, qui ne parle pas forcément à tout le monde si vous... Voilà, alors le logement locatif intermédiaire, il porte bien son nom. Il est entre le social et le locatif libre. C'est-à-dire qu'on va être sur des niveaux de loyer qui vont être de 13 à 15% en dessous du locatif libre. Et donc, effectivement, sur les territoires tendus, là où il y a besoin de logements locatifs, il remplit effectivement très fortement ce rôle, et notamment sur la métropole du Grand Paris. Donc voilà, donc ces 17 000 logements, aujourd'hui, on est bien avancé pour répondre à votre question. On est à plus de 50% de ce plan qu'on a lancé au premier trimestre de cette année, enfin de 2023. Et puis, comme on annonce aujourd'hui, et ça va être annoncé au CNR Logement, une évolution du zonage à venir, parce que du logement intermédiaire, on ne peut le faire que dans les territoires tendus. C'est-à-dire là où l'offre est bien inférieure à la demande. Voilà. Et donc, on devrait avoir, là, dans les semaines qui viennent, un élargissement en fait, de ce zonage à des communes qui datent de 2014. Et donc, depuis, les marchés immobiliers ont beaucoup évolué. Et donc, à des communes qui pourraient bénéficier de ce logement intermédiaire. Et donc, on va élargir nos interventions. Je voudrais dire un petit mot, puisque vous avez fait quand même le fil rouge de cette journée sur les Jeux Olympiques. Et donc, il y a une autre haie, qui est liée au sujet économique, qui est la haie de la simplification. Et pourquoi je prends Pourquoi je prends comme exemple le village des athlètes, 2500 logements qui sont construits sur le territoire de pleine commune. Nous sommes dans l'ensemble des groupements qui construisent ce village. Et après les Jeux, nous gérerons en locatif 1500 logements sur ce village qui vont arriver progressivement en 2025-2026. Mais ces 2500 logements, demain c'est 6000 habitants, ça a été fait en 8 ans. Ce qui, habituellement en France, pour faire un tel quartier, il faut 20 ans. Donc ça veut dire que si on veut, on peut, à condition de mettre les conditions, justement. Et les conditions, c'est de pouvoir réduire les délais administratifs, accélérer les procédures, tout ce qui est autour de tout ce qui est études, enquêtes diverses, ce dont on a bénéficié pour les Jeux Olympiques, même avec des permis à double état. Et donc c'est là aussi, puisque les délais, ce sont des coûts en général, c'est des coûts de portage aussi assez longs pour tous les acteurs. Et il y avait une excellente proposition dans les travaux de la commission de Rexamen qui justement disait ça. Par exemple, sur les gares, autour des gares du Grand Paris Express,
on pourrait avoir aussi là un peu des lois d'exception, comme on a eu sur les JO, pour nous permettre en fait d'aller beaucoup plus vite et répondre là encore une fois aux besoins des logements des concitoyens. Troisième et je m'arrêterai là, c'est la et du climat, de la loi climat et des logements énergivores. L'Institut Paris Région a fait une étude sur ce sujet des logements énergivores. Je ne vais prendre que les logements locatifs dans le parc privé. 55% des logements locatifs dans le parc privé sont en étiquette EFG, c'est-à-dire qu'à des échéances 2025, 2028, 2034, ils ne pourront plus être dans le marché locatif. C'est 11 années de construction pour l'Île-de-France. Donc, comme on parle du logement collectif et que c'est beaucoup du logement collectif, effectivement, c'est un sujet majeur pour demain. Et donc, là aussi, nous proposons qu'on puisse intervenir, là aussi, faire du logement locatif intermédiaire dans l'ancien, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, et de pouvoir, voilà, notamment racheter des immeubles, faire ces travaux et éviter que ces logements sortent du marché, puis ça ne fera qu'aggraver en fait la crise du logement en Île-de-France et sur la métropole du Grand Paris. Merci Anne-Sophie Grave. Éric Groven, le dispositif donc, de CDC Habitat, le dispositif d'Action Logement. Les promoteurs, ce matin, la Fédération des promoteurs immobiliers communiquait ce matin sur qu'on se dirige vers 80 000 logements neufs en moins en 2023. Ce serait 4 milliards d'euros de rentrée fiscale en moins. Et dans le même temps, comme dirait, en même temps, le gouvernement veut économiser 2,3 milliards dans le prochain budget. Vous savez, fin progressive du Pinel, recentrage du prêt à taux zéro. Enfin, quand on met tous ces chèques, les suractions, les additions, mais est-ce que c'est pérenne tout ça ? Alors avant de répondre à votre question, puisque nous sommes dans le temple du rugby, je voudrais rappeler le partenariat très profond que la Société Générale a depuis une dizaine d'années avec le monde du rugby, en particulier à l'occasion de la Coupe du Monde. Et puis, pour faire le lien avec notre sujet, je rappelle que Sogeprom est un des copromoteurs du village des médias. Anne-Sophie a cité le village des athlètes, mais nous sommes également l'un de ceux qui vont finalement livrer à la commune de Duny, à côté de Bourget, en Seine-Saint-Denis, un magnifique nouvel écoquartier, alors qu'il n'a pas mis, comme vous le disiez, 20 ans à se construire, mais à peu près 5-6 ans également. Donc il faut des lois d'exception. Il faut des lois d'exception pour des événements d'exception. Si la loi d'exception devient la loi générale, ça n'est plus une loi d'exception. Donc pas pour le quotidien, pas pour relancer la machine. Non, mais d'abord, vous l'avez dit furtivement, mais j'invite tous les participants à ce sommet à lire le communiqué de presse de la FPI de ce matin, qui quand même conclut sur la chronique d'une catastrophe annoncée. Vous l'avez dit, 4 milliards de recettes fiscales en moins, 80 000 logements et 300 000 emplois menacés, en 2024-2025, 150 000 sur la filière construction et le reste sur toute la filière immobilière dans son ensemble. Donc on est aujourd'hui dans une situation où la production des logements neufs est en passe de s'arrêter et où les promoteurs annulent des opérations parce qu'ils n'arrivent pas à les vendre. Alors, moi, je voudrais remercier, bien entendu, ma voisine de droite, de la sollicitude de l'État qui a trouvé, au travers de ce dispositif, le moyen d'aider la filière sans que cela ne coûte 1 euro au budget de l'État. Ça, c'est pas mal. Et donc, évidemment, c'est la bouffée d'oxygène, un peu comme ça s'était produit d'ailleurs. En 2020. Exactement. Premier la confinement. Oui. Sous une autre forme. Mais vous voyez que ça n'est pas la réponse à toutes les attaques, parce que, Anne-Sophie le disait, quand on parle de 17 000 logements, il faut penser que le dispositif fiscal Pinel écoulait 60 000 logements par an vers des investisseurs privés qui se constituaient un patrimoine, optimisaient leur fiscalité, etc. Donc, moi, je me réjouis de l'aide ponctuelle des acteurs publics, des investisseurs institutionnels, tout en rappelant que cette aide, par définition ponctuelle, ne résoudra pas la totalité de la difficulté d'une part des gens à se loger et puis surtout d'écoulement de la production de logements, puisque manifestement on est très très loin de la situation optimale, et ce qui évidemment appelle des mesures beaucoup plus profondes que ce sparadrap efficace et lesquelles sparadrap. Donnez-nous des mesures profondes que vous souhaiteriez voir. En fait, d'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que de commission en rapport, de rapport en conseil, toutes
les réformes, toutes les idées sont sur la table depuis longtemps. Et vos priorités à vous? Alors, moi je pense que si... D'abord, il y a beaucoup de choses autour du rétablissement de l'honorabilité de l'acte de construire, parce que nous sommes confrontés globalement à la difficulté de produire des logements, pour tout un tas de raisons, mais souvent les maires, quand même, pas tous, mais un certain nombre d'entre eux, hésitent avant de délivrer des permis. Ça, c'est une première chose. Mais plus fondamentalement, ce que je crois qu'il faut dire, c'est qu'on doit revoir en profondeur déjà la fiscalité immobilière. Une chose est de supprimer le Pinel, une autre est d'avancer, par exemple, vers le statut du bailleur privé. On ne peut pas faire une partie du chemin et pas faire le reste. Il faut traiter globalement la question du logement en France et en s'appuyant sur un certain nombre de réformes. Les notaires, par exemple, avaient fait il y a 2-3 ans, si je me souviens bien, une liste de mesures techniques extrêmement pertinentes. Je voudrais savoir si au moins une d'entre elles a été mise en place. Donc, relisons, vous citiez la commission Rebsamen à laquelle j'avais participé. Enfin, il y a eu le rapport Laglaise également qui avait donné. Il y a eu le CNR. Voilà, enfin, il y a beaucoup d'éléments. Alors, il y avait des réformes, par exemple, à mener de fonds sur le prix du foncier public, par exemple, l'interdiction de mise en enchère du foncier public de façon à ce que le choix soit fait sur la qualité des projets et pas sur la charge foncière uniquement, parce que sinon, évidemment, la tentation est de prendre le plus gros chèque possible. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je dirais que l'ensemble des éléments de réforme, à commencer par celle de la fiscalité immobilière et de l'ensemble des mesures nécessaires pour rétablir l'honorabilité de l'acte de construire, toutes ces réformes, toutes ces idées sont déjà sur la table. Il faut juste la volonté politique de les mettre en place. Très bien. Pour votre volonté politique, je vais me tourner vers le maire de Ménécy dans l'Essonne, premier vice-président des maires d'Île-de-France. Et vous êtes là, ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, vice-président logement, aménagement durable des territoires et du schéma directeur de la région Île-de-France environnementale à vos souhaits. Vous avez, excusez-moi, le zrifeux, faut arriver à le dire. Non, je t'ai plus. Non, je t'ai plus. Et également auteur d'un livre qui sonne comme un manifeste, l'habitat fait le citoyen, le logement entre crise sociale et crise environnementale. Jean-Philippe Dugouin-Clément, vous, ministre du Logement, parce que ça sonne un peu quand même comme un plaidoyer, ouh, je veux être ministre du Logement, que feriez-vous à la place des maires qui ont été mis au logement, que ce soit Patrice Vergret aujourd'hui ou Olivier Klein hier? Écoutez, c'est avec humour, j'aurais tendance à vous répondre que n'étant pas ministre du Logement, j'ai encore la possibilité de parler ou plus encore d'écrire. Ne vous défilez pas. Ce qui donne une certaine liberté de parole et une certaine liberté de prise de position. La réalité du logement et de la crise du logement, je partage intégralement ce qu'a pu dire Éric avant, mais on conçoit le logement de manière très froide et très dématérialisée. En général, on va parler du logement sous l'aspect fiscal, réglementaire, financier, ce qui est la vision de l'État et de Bercy depuis des années, ou alors sous l'aspect technique des process de construction. On ne conçoit plus le logement depuis le dernier ministre qui a eu une capacité, parce qu'un soutien du président de la République, d'avoir un ministère de plein exercice qui était Jean-Louis Borloo. Qui a préfacé votre livre, c'est toujours mieux de le rappeler. C'est un honneur pour moi. On ne conçoit plus le logement comme un tout. Le logement, au même titre que l'éducation nationale, c'est quelque chose, c'est un des rares secteurs de politique publique qui conditionne intégralement un parcours de vie, qui conditionne notre accès au travail, la réussite scolaire de nos enfants, notre accès au transport, notre réussite de vie personnelle. Et c'est quelque chose, en fait, cet aspect social et sociétal qu'on ne travaille plus, dont on se désintéresse. Moi, je voudrais revenir aux fondamentaux. La crise du logement actuel, elle impacte de manière extrêmement dure les promoteurs, les bailleurs sociaux, le monde du bâtiment, les recettes fiscales de l'État à terme. Peut-être qu'à ce moment-là, l'État commencera à s'y intéresser. Mais avant tout, elle impacte les Français les plus fragiles et les plus modestes. Plus de 4 millions de Français vivent en situation de mal-logement aujourd'hui, 1 300 000 franciliens, et la crise du logement, la non-production de logement, l'effondrement que vous indiquiez des productions de logement, c'est une aggravation pour les familles les plus pauvres et les plus modestes. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. D'autant que, outre les habitants déjà présents, la région accueille chaque année 50 000 habitants supplémentaires, ce qui est énorme. Et pourtant, dans l'avant-projet du SDRIF, du schéma directeur que vous avez transmis au service de l'État, la volée logement a été retoquée. Votre opposition qualifie votre loi anti-ghetto
antisocial, tu perds ton sang-froid. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'en général, les mesures techniques s'acclimatent mal avec la politique aérie. La réalité, la politique aérie, Politique politicienne, d'accord. C'est même pas de la politique politicienne. La région Île-de-France, dans le cadre du schéma directeur de la région environnementale, prévoit une production de logements comme jamais nous n'avons fait en Île-de-France. Nous fixons un objectif de 70 000 logements pour cette région qui n'a quasiment jamais été tenu sur la dernière décennie. C'est la loi de 2010. Nous fixons, qui n'a jamais été tenu. Nous fixons ce qu'aucune région n'a jamais fait, un objectif de 2/3 de logements abordables, c'est-à-dire de logement social, de logement intermédiaire, de bail réel solidaire, d'accession sociale à la propriété. Ce que nous disons et ce que nous sommes fiers de dire, c'est qu'au même titre qu'on ne peut plus construire comme on l'a fait avant d'un point de vue environnemental, on ne peut plus aménager comme on l'a fait pendant des décennies avec des catastrophes d'aménagement social. Et que là où nous avons plus de 30% de logements très sociaux dans un quartier, il faut privilégier la diversification de l'offre. Nous ne posons aucune interdiction. Nous disons juste que là où il y a déjà plus de 30% de logements très sociaux, pas sociaux, eh bien il faut privilégier des logements un peu moins sociaux, c'est-à-dire du PLS, privilégier du LLI, privilégier de l'accession sociale, c'est éviter la création de zones qui deviennent petit à petit des zones en difficulté endémique qui ne s'en sortent plus. On a eu encore un exemple à la fin du mois de juin, au début du mois de juillet, de ce que donne la concentration de difficultés sociales, c'est la création de séparatisme. Et notre problème n'est pas de faire moins de logements, bien sûr, c'est ce qu'on a vécu tous les collègues maires qui ont été amenés en juin, juillet à vivre 2 semaines absolument effroyables, abandonnées bien souvent par l'État, parce que l'État vous disait il faudra que vous gériez tout seul, s'il y a des émeutes ou que ça brûle chez vous. Il y a le comité interministériel des villes le 9 octobre. Le lendemain de la tribune dimanche 8 octobre. Oui, c'est fait. La page de pub est faite. Mais la réalité, c'est que les maires ont été bien souvent livrés à eux-mêmes en leur indiquant que de toute façon, il n'y aurait pas de renfort de police nationale ou de gendarmerie parce que l'État ne pouvait pas les amener. Et ça, c'est une réalité. Et nous ne pouvons pas continuer à créer un aménagement qui soit un aménagement déraisonnable. Nous souhaitons plus de logements dans cette région. Nous voulons plus de logements sociaux. Nous voulons arrêter un certain nombre d'abus qui, souvent par démagogie politique, parfois par clientélisme, a abouti à avoir des situations absolument dramatiques pour les gens qui vivent dans ces quartiers. Merci, on va essayer d'être un peu optimiste avec vous. Éric Césari, élu de Courbevoie et vice-président de la métropole du Grand Paris chargé de la stratégie et des relations institutionnelles. Le PMHH, vous adorez les acronymes, je le sais, c'est pour ça que je vous en mets plein dans la table ronde. Le plan métropolitain pour l'habitat et l'hébergement, c'est le document de planification pour la métropole du Grand Paris. Ça y est, il est remis sur les rails. Parce qu'il avait été mis un peu en municipal, on va dire on verra, après il y a eu le Covid, bon, voilà. Ça y est, ça repart? Ça s'est jamais arrêté en réalité. D'abord, un mot sur le PMHH, c'est quand même un document normatif, c'est sa première qualité si j'ose dire, c'est un document administratif normatif qui fixe les règles et qui planifie l'habitat, le logement et aussi ce que l'on doit faire pour l'accueil des publics les plus défavorisés, notamment pour les SDF, etc. Il y a toute une dimension sociale qu'on oublie trop facilement dans le PMHH. C'est un document donc, qui fixe ces règles pour 131 villes, dont la ville de Paris. Donc on a démarré en 2018, qu'on soit aujourd'hui encore en train de travailler là-dessus, quand on voit qu'il a fallu plus de 15 ans pour certains documents. Oui, justement, et quand la ville de Paris sort son PLU bioclimatique, là, qui a été voté au Conseil de Paris en juillet, ça fout tout en l'air. C'est un impact, mais c'est relatif. Il faut remettre le cheval sur ses pattes. Dès que le PMHH sera adopté, probablement en fin de l'année 2023 ou au début du premier semestre 2024, ça dépendra des discussions que l'on va avoir avec l'État, puisque l'État est le vrai partenaire sur lequel la région comme la métropole sont obligés de compter pour arriver au résultat. Dès que le PMHH sera adopté, c'est lui qui sera l'élément normatif par rapport à ce qui a été fait avant, puisqu'il prendra la place des PLH. Voilà. Donc on est dans un travail de longue haleine qui demande à dépasser les clivages politiques, ce qui se fait d'ailleurs avec une commission qui est au sein de la métropole à laquelle participe Patrick Jarry, qui est le maire de Nanterre, oui. Voilà, qui n'est pas spécialement de ma même famille politique que moi. Vous êtes de droite, il est coco, oui, je rappelle. Voilà, on arrive à travailler ensemble et la métropole
valide la plupart du temps à l'unanimité ces décisions. Donc il y a un groupe de travail, Michel Leprêtre, qui est également président de territoire, qui est Communiste aussi. pareil. Bref, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et on a une commission qui est donc transpartisane. On arrive à un résultat, on a un hiatus avec l'État parce que notre position à la métropole, c'est que l'objectif de production de logements, toutes catégories confondues, il doit s'appuyer sur les choix, la volonté, les engagements des maires. On ne peut pas s'abstraire de la volonté des maires, ou alors on va dans le mur. Et donc, fixer des objectifs inatteignables simplement parce que l'État veut être exemplaire dans l'effet d'annonce, ça n'a pas de sens. On a un hiatus qui n'est pas si grand que ça en réalité, parce que la région, c'est 70 000 logements, tout confondu. L'objectif pour la métropole, c'est 38 500, fixé par l'État. On est, nous, sur une logique à 35 000 et des poussières. Bon, il y a une discussion à avoir, dont 18 000 pour les 18 700 pour les logements sociaux. Voilà, il y a encore du travail. C'est pour ça que la prochaine étape sera la proposition que nous allons faire aux représentants du gouvernement, au préfet de la région Île-de-France. Puis on verra bien ce qui sortira de ce débat. Mais enfin, vous voyez, dans les haies dont vous parliez au début de votre propos, tout ce qui est normatif, c'est une haie à ne pas oublier. On est dans ce pays submergé par les documents administratifs qui doivent s'emboîter les uns dans les autres. D'ailleurs, le PMHH n'est pas un document qui navigue tout seul. Justement, il doit s'appuyer sur le. D'abord, il doit être compatible avec le SDRIF, mes souvenirs sont bons, oui. Et il doit prendre en compte le SRHH. Voilà. Donc, schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, si je ne me trompe pas. Justement, je vais m'adresser à une professionnelle de la profession. On parle beaucoup, moi le premier, de la simplification de l'architecture du Grand Paris, mais est-ce qu'il ne faut pas simplifier aussi les politiques publiques du logement? On a le PLU, le PLUH, le PMHH, le SDRIF. La réforme institutionnelle, qui n'est pas encore là. Alors, oui, il y a plusieurs questions dans votre question, parce qu'effectivement, il y a la question effectivement, de l'organisation territoriale des collectivités en Île-de-France. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là, je vais le laisser aux élus. Et puis effectivement, après, il y a les documents d'urbanisme. C'est vous qui devez travailler avec les élus à ces différentes échelles. Oui. Mais nous, je dirais, je vais reprendre le propos de Jean-Philippe Dugoin tout à l'heure. Nous, on gère des logements, donc on est effectivement sur les quartiers. Jean-Philippe n'est pas encore ministre, donc... Voilà, donc, les messieurs font campagne pour Anne-Sophie Graf, parce qu'elle ne parle pas dans le micro. Ils essayent de me perturber, mais bon, il ne faut pas y arriver. Non, mais... Monsieur Vergriette, si vous nous entendez depuis Marseille... alors, j'y vais. Il est à Marseille, le ministre du Logement. Non, donc plus sérieusement, c'est vrai que nous, effectivement, on travaille à l'échelle des collectivités, donc on travaille à l'échelle des mairies, voilà, des maires. Effectivement, ça a été dit tout à l'heure, je pense qu'on est des vrais partenaires, et aussi sur justement la conception de la ville que souhaite le maire, quel type d'équilibre de logement, parce qu'effectivement, nous on est convaincus qu'il faut porter des quartiers mixtes, équilibrés, accessibles aussi, bien accessibles voilà, en termes de transport. Alors, je m'éloigne complètement de votre question, bien sûr, mais néanmoins, c'est ça, c'est-à-dire que pour nous, c'est très simple, vous n'avez aucun programme de logement si le maire n'en est pas d'accord. Voilà. Oui, donc, et les habitants qui font des recours. Et donc, nous, en tant qu'opérateurs, voilà, notre sujet, il est de travailler à cette échelle-là, de travailler aussi à l'échelle de l'agglo, parce que une agglomération est quand même une bonne échelle pour aussi travailler sur des nouveaux quartiers, notamment. Donc voilà, donc quelque part, nous, si vous voulez, on a appris à se débrouiller avec toutes ces contraintes. Voilà, sinon on ne ferait rien. Bon. Mais néanmoins, je reviens à mon propos de tout à l'heure, je pense qu'on a besoin d'un acte de simplification très fort pour raccourcir les délais, puisque toutes les études qu'on peut faire sur l'eau, sur l'environnement, etc., on ne peut que partager les objectifs. Donc le raccourcissement des procédures qu'on a dans le projet de loi il faut le faire dans le logement ? Mais c'est d'obliger, si vous voulez, à avoir des réponses beaucoup plus rapides des administrations pour permettre à des logements de sortir, je dirais, plus rapidement. Aujourd'hui, si vous voulez, quand on prend une opération de logement, elle est de plus en plus longue, je dirais, à sortir. Donc déjà, si on arrivait à raccourcir ce délai, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut de la volonté à tous les échelons de l'État, d'une certaine façon. Merci pour cette piste de simplification. Messieurs, chacun en 1 minute, une piste de simplification pour clore le débat. Avec Grovan. Je crois qu'une mesure sanitaire à prendre, ce serait déjà de faire une pause sur l'inflation réglementaire et des normes. C'est-à-dire à un moment donné, dire le corpus de règles
dont nous disposons est suffisant pour faire des logements de qualité. Ça, ce serait ma première recommandation. L'Aéro 2020, le Pinel Plus. Voilà. Et puis ma seconde recommandation serait de dire, si on doit rajouter un texte ou une norme, il faut dans le même temps en enlever une. De façon à ce que globalement quand même, Il y a un équilibre. on est un équilibre. Mais il est vraiment temps de faire quelque chose parce qu'on est les champions du monde de la bureaucratie, même si ça se fait dans un esprit tout à fait louable de protéger la qualité de la construction d'une manière générale et des occupants dans leur cadre de vie, les délais avec lesquels nous devons travailler, c'est-à-dire qui nécessitent finalement plusieurs années, mettent à mal les équilibres. Je vous donne un exemple très bref, au-delà de quelques secondes qui me restent. Les bilans des promoteurs qui ont été conçus il y a 3 ans l'ont été faits sur des hypothèses de taux d'intérêt qui, quand vous regardez le reprofilage des business plans aujourd'hui, ces opérations ne se seraient pas faites parce qu'il n'y avait pas de rentabilité économique dans les conditions d'aujourd'hui. Or, le projet que vous avez lancé il y a 3 ans, qui pour des raisons X et Y décale, il se trouve grevé de frais financiers beaucoup plus importants. Évidemment. Et donc, c'est finalement cette durée des projets qui les fragilise, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les promoteurs, je le disais mais je le répète, annulent aujourd'hui purement et simplement des programmes plutôt que de perdre de l'argent individuellement. Et c'est ça qui pèse sur la production globale de logements. Avant que Éric Goven retourne à l'inspection générale des finances pour écrire des rapports, Jean-Philippe Decoing-Clément. Oui, 2 points. Un, plafonner le prix du foncier, au moins aux zones tendues. C'est la façon la plus simple de réduire l'explosion des coûts et l'impossibilité pour les acquéreurs populaires ou modestes d'accéder au logement. Et puis la deuxième chose, Éric parlait tout à l'heure de redonner de la valeur à l'acte de construire pour les maires. Moi, je dirais redonner un intérêt aux maires de Intérêt construire, économique, qui n'en ont plus aucun. Et ça passe par la question de garantir des services publics minimums de la part de l'État dans les domaines régaliens, santé, sécurité, éducation, là où il y a des augmentations de population, et permettre aux maires à qui on demande une politique du logement d'avoir une politique du peuplement en laissant les attributions de logement à la main des maires. C'est quelque chose qui effectivement permettrait de relancer l'intérêt local à la construction. Merci. Eric Césari pour 18 clôturer secondes. en beauté. Bon, je partage ce qui a été dit par les précédents intervenants. On est cumulatif dans les propositions faites. Je rajouterai simplement que on est dans une société, la société française, une société de consommation. Et on crée la dynamique économique par la consommation, donc par l'acte d'achat et par l'obtention du crédit. Il faut qu'on revoie les conditions de l'obtention du crédit pour les particuliers. Je veux dire par là que si vous voulez avoir des acheteurs, il faut qu'on soit capable de regarder leur situation, non pas par rapport au point de départ de leurs emprunts, mais par rapport au point où ils sont arrivés. Et donc la capacité à renouveler, il y avait des propositions qui avaient été faites à l'époque par un ancien président de la République, que je ne citerai pas, mais il y a des choses très faciles à faire pour redonner de l'oxygène à l'obtention du crédit par les particuliers. C'est le temps des combats. Suivez la référence. Merci à toutes et à tous. On va jouer en équipe pour les énergies renouvelables avec Ingrid et ses invités. Merci.